Ok, donc bonsoir à tous. Euh, Nous allons poursuivre. Tout à l'heure, on avait installé notre système et là, maintenant, on va maintenant utiliser ce qu'on a installé. Voilà. Donc, première des choses, là, j'ai ouvert un terminal. Vous allez constater que je ne suis plus sur le système Windows. En fait, j'ai cherché une machine Windows, voilà, que j'ai trouvée. Voilà, une ancienne machine que j'avais avant. Et c'est avec elle que j'ai fait la plantation, mais c'est pas elle que j'utilise pour travailler en général. Je travaille plus avec Mac. Euh, donc là, on va dire, je l'ai fait puisque en général, la plupart des personnes sont sous Windows. Euh, et je pense qu'il y a une vidéo aussi que j'ai faite aussi, que vous avez sûrement pu regarder aussi, qui traite comment est-ce qu'on installe la même chose dans un système Unix, qui est le système de base de Ubuntu et de Mac aussi. Donc là, on va dire, on est tous sur le même pied d'égalité. Dès qu'on a pu installer, on va dire, l'environnement, donc pour le reste, c'est la même chose. Donc moi, je reprends mon environnement, voilà, d'habitude qui est Mac. Donc là, j'ai ouvert un terminal. Hein. Donc ça comme une invite de commande sur Windows. Donc, et là, ce que je vais faire, je vais pour mettre les choses, puisque on a créé un environnement IGO, il faut d'abord rentrer dans l'environnement, comme on a dit, qui est un espace isolé où on a tout ce qu'on a installé comme librairie, comme packages. Donc, je vais taper la commande, bien sûr, Mamba d'abord. Je fais activate. Ah, je vais y arriver. Et c'est IGO qu'on avait dit. C'est ça, hein? IGO. Et là, j'exécute. Et là, maintenant, je suis dans mon environnement euh, IGO. Donc, j'ai tous les packages que j'ai installés doivent se trouver là. OK. Donc, on peut faire la vérification. Python, toujours. Bon, là, moi, si vous allez remarquer, bon, la version que moi j'ai ici, elle est 11, c'est pas 12. Bon, en fait, je n'ai pas recréé encore à zéro comme je l'ai fait avec Windows ou euh, avec Ubuntu ou bien le système Unix que j'ai présenté. Donc là, c'est mon environnement Mac que j'avais avant, donc j'ai juste installé par-dessus. Donc, c'est pas un problème, hein, la différence de version de Python. OK, donc là, j'ai Python qui est bel et bien installé. Donc, première des choses, on va essayer de voir en fait quelles sont les formes d'un programme. Donc, un programme, déjà, quand on dit un programme, c'est tout simplement un fichier qui contient des instructions que la machine va exécuter. C'est juste ça, un programme. Donc, on a un fichier où on met les instructions et la machine va exécuter cela. Donc, bien sûr, ces instructions-là, doit se faire dans un langage que la machine comprend. Voilà pourquoi on parle des langages de programmation. Et Python est un langage parmi tant d'autres langages. Donc, pour cela, tout simplement, on va créer un fichier pour notre premier programme que je vais appeler. euh, bon, déjà, je vais me déplacer vers un dossier. Bon, j'ai mon dossier temporaire là. Voilà. Euh, donc, je vais créer un dossier. La commande touch dans le système Unix permet de créer un dossier, un fichier plutôt. De, je vais dire premier programme Python. Bon, c'est un peu trop long comme nom. Bah, bon, voilà. Programme, programme 1. Voilà. Et l'extension, c'est PY. Ça, c'est très important. L'extension est très importante. Donc, je peux bien voir que le fichier, il est bien créé. Ben, je ne sais pas si j'ai version open. Bon, ça, c'est un petit éditeur qui existe hein, déjà dans le système. Donc, en système Unix, il y a VI, il y a Vim, ça dépend. Sur Windows, vous pouvez utiliser
comment ça s'appelle? Bloc-notes ou bien, je sais pas, un fichier, un éditeur très simple de fichiers. Ouais. Ne vous compliquez pas la vie. Donc ici, on a VI ou bien Vim. Donc, il y a plusieurs. Donc, Vim, programme. Donc, ça me permet de rentrer. Donc, voilà l'intérieur d'un fichier. Donc, c'est un éditeur ultra simple. Donc, on va aller des choses de base. Donc, un programme Python, ben, je vais écrire aussi simplement la fameuse commande qui est connue. Je sais pas pourquoi est-ce il a posé ça. Voilà. Donc, je vais faire print, qui veut dire faut afficher à l'écran, faut afficher. Et je vais mettre un message. euh, Bienvenue au cours de Python. Voilà. Licence STIGO. Voilà. Donc, je vais sauvegarder le fichier. Donc, je peux faire avec la commande 4 pour afficher le contenu du fichier. Donc, sur Windows, voilà, vous n'allez pas faire ces mêmes commandes, vous allez juste écrire, vous allez sauvegarder le fichier. Donc voilà, c'est sorti ça. Donc, je vais maintenant exécuter ce fichier pour qu'il puisse exécuter l'instruction que j'ai mise dans le fichier. Quelle est cette instruction-là? C'est tout simplement la ligne de code que j'ai écrite, print, ça veut dire affiche-moi à l'écran, ou bien affiche-moi, voilà, dans une sortie, on va voir un peu la sortie standard par défaut, affiche-moi ce message-là. Donc, ça dit, il va m'afficher simplement tout ce qui est entre les côtes. Donc, le print ne doit pas apparaître, la parenthèse ne doit pas apparaître, seulement ce qui est entre les côtes qui devrait apparaître, ou bien entre les griffes. Donc, je vais afficher, et pour exécuter maintenant le fichier de code Python, je vais écrire Python comme ça, espace, et je mets le nom du fichier. Et je tape Entrée. Là, j'ai une petite erreur. On m'a dit que j'ai une erreur d'indentation. Attendez que je revienne rapidement, que je m'assure que je n'ai pas laissé d'espace. En fait, avec Python, il ne faut pas laisser d'espace. Il faut écrire toujours à partir du début. Donc, vous voyez le curseur là, il y a un espace entre le P, hein, il y a un espace là, entre le P, là, vous voyez le gris là. Donc, le gris là, c'est un espace, et ensuite il y a le P. Donc, j'ai oublié qu'il y a mis cet espace-là. Et Python est sensible aux espaces, donc je dois revenir là. Donc, voilà ce qui a manqué. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais refaire la commande maintenant. Voilà, donc vous voyez très bien que ça est sorti. Bienvenue au cours de Python, licence STGO, et sans de code même. Donc là, il a exécuté, il a fait ce que j'ai dit. Donc voilà, j'ai exécuté un programme Python, un programme ultra simple qui contient seulement une seule instruction qui demande à la machine d'afficher le message que j'ai mis entre les côtes. Voilà, donc vous pouvez écrire votre programme et puis mettre le message que vous voulez à l'intérieur et ça va s'afficher. Donc voilà, on vient d'exécuter notre premier programme Python. Donc ça, c'est comme ça qu'on écrit un programme. De façon générale, les programmes, depuis que les chercheurs ont mis en place le langage de programmation, c'est comme ça qu'on exécute. Maintenant, Python a essayé de rendre le travail un peu plus facile, plus aisé. Donc, vous voyez que si je dois modifier, je vais encore le modifier, je vais revenir taper encore la commande et autres. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle, on dit, en anglais, on dit idle. C'est-à-dire que c'est une manière de réagir directement avec le code et d'avoir le résultat en même temps. Donc, pour cela, pour entrer dans ce mode, on va dire, d'exécution du code Python, on tape simplement Python et on tape Entrée, Python. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est écrit en Python et autres, et il y a les flèches qui sont là, dans le signe supérieur là. Et justement, ce qu'ils indiquent,
c'est que j'ai la main maintenant. Donc, tout ça, ce qu'on a écrit comme instruction, on peut l'écrire ici directement. Donc, je peux faire, non, excusez, là. Donc, je peux taper print et je vais réécrire la même chose. Bienvenue, bienvenue au cours de Python, licence STGO. Et vous voyez que j'ai le résultat instantanément ici. Donc ça permet de pouvoir en fait avoir une meilleure interaction, voir le résultat que de passer par plusieurs étapes. Bien sûr, ça c'est intéressant lorsque tu veux tester un truc qui est très court, rapide. Mais si tu veux écrire un code assez conséquent, tu ne peux pas te mettre à écrire du code de cette manière-là. Voilà. Donc c'est juste pour pouvoir tester rapidement. Donc vous pouvez, voilà. Donc faire tout ce qu'il y a comme opération simple. C'est considéré comme du code Python. Tout ce qui est écrit et saisi ici est considéré comme du code Python. Et quand vous tapez entrée, ça va seulement s'exécuter. Vous aurez le résultat de façon immédiate. Donc ça, c'est la deuxième évolution en termes voilà, de manière de pouvoir exécuter le code Python. Donc je vais taper exit pour sortir de ce mode-là. Et il y a un mode qui a émergé, moi, de moins de 10 ans comme ça, hein, qui est IPython, qui signifie ici interactif Python. Donc je tape entrée. Vous voyez que c'est un peu près la même chose comme tout à l'heure, mais sauf que vous voyez ici, on a un in qui est là ici. Bon, pour vous dire mon input que je vais entrer, 1. Donc, on va dire une sorte de structure maintenant. Et ici, ben, je peux faire la même chose que j'avais fait tout à l'heure là. Je peux taper le print. Donc, vous avez remarqué que ici, d'abord, on a l'autocomplétion déjà qui commence à apparaître. Vous voyez, j'avais déjà tapé ça avant, donc voilà un peu, il me propose, parce que ça ressemble à ce que j'avais déjà tapé. Donc, ça, c'est déjà un premier avantage de ce mode-là. Et bon, c'est pas ce que moi je vais entrer. Je vais écrire juste bienvenue, hein. On va pas écrire tout le message encore. Euh, donc, je tape bienvenue. Et vous voyez que ben, j'ai le résultat qui est sorti là en même temps. Et là, je suis au niveau du deuxième, voilà, entrée, le deuxième input. Bon, un truc qui a été amélioré à ce niveau, c'est que maintenant, je peux faire de l'administration système en même temps. C'est-à-dire que je peux naviguer de dossier en dossier, de fichier en fichier, ce que je pouvais faire seulement quand j'étais juste dans la commande, dans l'espace de commande Unix. Donc, je peux faire ls, pour ceux qui connaissent mon système Unix, pour pouvoir lister tous les fichiers et les dossiers qui sont dans le répertoire courant. Donc, vous voyez, je peux voir. Donc, je peux faire pw pour voir le chemin vers le dossier où je me trouve. Donc, je peux faire l'administration du système en étant toujours dans l'environnement Python en même temps. Donc, il comprend les deux en même temps à la fois. Donc, vous voyez que c'est une évolution majeure. Vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de faire un calcul, vous avez besoin peut-être d'une information dans un fichier qui est ailleurs, vous pouvez en même temps naviguer rapidement pour aller, pour revenir. Donc, ça a encore amélioré en fait l'interactivité et puis la facilité d'utiliser en restant toujours dans un même environnement sans trop sortir. Donc, vous voyez qu'on réussit à faire ce qu'on devait faire avant en sortant de l'environnement. Mais maintenant, dans le même environnement, on a tout qui est intégré. Donc, on a une meilleure intégration, une intégration plus avancée ici. Voilà, donc, et après aussi, le code se complète aussi. Bon, j'ai déjà parlé du code qui se complète, de même aussi que vous pouvez interroger pour voir, lorsqu'on va utiliser la librairie après, on peut voir en fait quelles sont les méthodes qui existent, quelles sont les fonctions qui existent dans une librairie. On peut même voir la documentation en même temps, hein, par exemple, la fonction print. Donc, c'est une fonction qui existe dans le système. Donc, je peux mettre deux points d'interrogation pour voir quelle est la documentation. Et j'ai en même temps la documentation ici, sans sortir même de l'environnement. Ça a été vraiment quelque chose de très bien avec Python, parce qu'avant, c'est pour ceux qui ont programmé en C et autres, bon, je ne sais pas comment
on va dire, les outils ont évolué maintenant, mais sinon, il fallait toujours aller ouvrir une page web pour voir la documentation et puis revenir. Mais là, vous ne partez pas, vous restez là et vous avez la documentation près de vous. Donc, on vous donne la signature, c'est-à-dire comment est-ce que la fonction est elle-même, comment utiliser, quels est, voilà, les éléments qu'il faut introduire et autres. Donc, c'est assez intéressant. Ça a été vraiment une avancée majeure. Donc, ça, c'est le deuxième, qui est Interactive Python. Je vais sortir celui-là. Maintenant, on va dire, la plus forte avancée, c'est ce qu'on appelle le Jupyter Notebook, dont sûrement vous avez entendu parler. Et pour ça, je vais taper Jupyter. Bon, normalement, il y a Jupyter Notebook qui était l'ancienne version et maintenant il y a Jupyter Lab qui est en train de venir. Bon, les deux fonctionnent toujours, mais c'est mieux de partir vers Jupyter Lab parce que c'est ça l'évolution. Voilà. Je pense que dans quelques années ou bien peut-être dans quelques mois même, hein, ou plus une année, ça risque de devenir obsolète. Il n'y aura plus de maintenance sur le Jupyter Notebook. Il y aura simplement que Jupyter Lab. Donc, il faut déjà peut-être commencer à faire la transition. Donc, je vais taper Jupyter Lab. Voilà. Et entrer. Donc là, maintenant, c'est la même chose, à peu près la même chose que j'avais tout à l'heure, mais sauf que c'est sur un serveur. Donc, ça veut dire que je vais avoir une interface web où je pourrais faire tout ce que je faisais dans le IPython. Donc là, ça m'a ouvert une fenêtre. Laissez-moi, je vais ramener ça de l'autre écran. Voilà. Donc, ici, vous voyez que j'ai le contenu de mon dossier courant qui apparaît à gauche et j'ai le terminal qui est là en même temps. Donc, vous voyez que je fais en même temps l'administration du système en même temps. Donc, je peux même éditer le fichier en paille que j'avais. Je peux cliquer et le voici le fichier en paille. Le fichier Python, bon, je dis fichier paille parce que ça se termine par paille extension. Donc, je peux éditer le fichier et puis le réexécuter. Par exemple, STGO, c'est quoi? C'est le semestre 3. Semestre 3. Donc, j'ai sauvegardé le fichier. Je peux revenir à mon terminal. Comme tout à l'heure, c'est Python et puis programme. Vous voyez que ça a mis à jour, maintenant il y a semestre 3 qui est apparu. Donc vous voyez que là, en même temps, j'ai un éditeur qui est plus intéressant. C'est pas comme l'éditeur noir que j'avais, voilà, Vim là. Bien vrai que c'est un éditeur qui est très très puissant. Pour ceux qui savent l'utiliser, ils arrivent à faire beaucoup de choses beaucoup plus rapidement. Euh, et maintenant, les fichiers notebook dont je parlais, ce sont ces fichiers-là, par exemple. Donc je peux en créer voilà, un autre. Donc ici, on me demande si je veux, quelle fenêtre je veux ouvrir. Je vais ouvrir un nouvel onglet, mais qu'est-ce que je veux ouvrir? Est-ce que c'est un terminal que je veux ouvrir? Donc, je peux avoir plusieurs terminaux, en fait. Voilà. Un qui va d'un autre dossier en train de faire une opération, l'autre d'un autre dossier en train de faire une autre opération aussi. Donc, c'est une possibilité. Ou bien je veux créer un fichier Python, PyFile, comme celui que j'ai là. Je veux créer un fichier Markdown qui est un fichier, en fait, de texte enrichi. Justement, le fichier notebook là, qui s'appelle bon, ils ont écrit c'est IPyKernel, bon, mais l'abréviation c'est IPyNB, donc c'est Interactive Python Notebook. L'autre c'était Interactive Python, si vous avez remarqué un peu, c'était ePython. Et quand ils ont voilà, mis en place celui-là qui est la version avec un serveur web et puis une application, une interface web, ils ont ajouté maintenant le notebook parce que c'est devenu un notebook voilà, parce qu'on peut avoir en même temps du code et en même temps du texte qu'on écrit pour documenter. Donc ça, c'est vraiment en fait, la différence majeure entre IPython qu'on vient de voir et puis le notebook Python, c'est qu'on peut, je vais ouvrir déjà un fichier, donc je viens d'ouvrir un fichier et par défaut, le nom c'est untitled qui signifie non titré en griffe. Et comme il y a déjà un qui est déjà créé, donc il a incrémenté, il a mis un. Voilà. Donc ce fichier-là, justement, c'est que ici, si vous regardez ici, c'est écrit code. Ça veut dire que je suis en mode code. Ça veut dire ici, je peux que taper du code qui va être exécuté. Donc, 1 plus 1 égale à 2. Vous voyez. Mais je peux aussi le transformer en Markdown où c'est du texte. Vous voyez que là, si j'exécute, ben, ça va écrire juste 1 plus 1. C'est du texte maintenant. Donc, ça fait que je peux en fait documenter mon travail. Donc, par exemple, on a
voilà, des balises. Bon, je vais dire, on a le hashtag ou bien le dièse qui permet de pouvoir faire les balises H1 de HTML pour parler du grand titre. Donc, je peux mettre ici, par exemple, le son 1. Vous voyez comment ça ressort. Donc, avec ça, je peux organiser vraiment le code de sorte à créer un document qui est très, on va dire, facile à suivre, hein. Et comme ça, on se retrouve. Ce n'est pas seulement du code, mais en même temps, il y a de la documentation avec voilà, du texte enrichi. On peut même mettre du LaTeX avec des formules mathématiques. Donc, ça peut aller vraiment très, très loin. Je pense que pour rentrer en mode LaTeX, on met un 2 fois dièse. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai mis Y est égal à AX plus B. Donc, vous voyez que ça sort là. Et puis, je peux faire l'illustration ici du code. Et puis, ça va me générer le graphique qui va sortir. Vous voyez que ça devient quelque chose de très enrichissant, très intéressant. Et donc, vous allez voir que beaucoup on va dire, documents en ligne, en fait, sont basés sur des notebooks. On a même des livres. Beaucoup de livres même sont écrits avec des notebooks même aujourd'hui. Parce que des livres de programmation où tu expliques des concepts. Donc, tu vas écrire le texte et après aussi, tu vas en même temps écrire le code. Donc, et tu vas aussi générer des images. Donc, le output, la sortie du code, l'exécution du code va en même temps sortir en bas et ça va en même temps illustrer, ça va servir de livre. Donc, beaucoup de livres sont écrits maintenant avec Jupyter Notebook. Donc, ça a vraiment rendu aisé, voilà, l'édition. Donc, c'est vraiment ce qu'on va utiliser principalement, en fait, pour notre code dans notre cours. OK, donc c'était bien, c'était un peu ça. Voilà, bon, j'ai un peu trop parlé par rapport à ce qu'il fallait dire, mais l'essentiel est là. Vous avez les quatre moyens. On a le fichier Python qu'on a vu là. On a la ligne de commande avec Python directement, qui est juste du code simplement qu'on va s'exécuter. Ça, c'est le deuxième qu'on a vu. Python, Python, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le IPython qu'on a vu. Et le quatrième, c'est le Jupyter Notebook qu'on vient de voir maintenant, qui est un texte enrichi avec. Donc, voilà. Donc, notre leçon, justement, elle sera sur ce format-là. Voilà. Donc, voici les trois modes, hein, on va dire, de créer un programme en Python. Donc, on va basculer pour la suite sur le Jupyter Notebook pour, voilà, la programmation dans le langage Python. Merci.